Et si la France n'avait pas véritablement quitté l'Afrique? Et ce livre que nous allons décrypter dans cette vidéo démontre un mythe, celui de la fin de l'empire colonial français. Selon les auteurs de ce livre, la France-Afrique n'est pas un accident de l'histoire, mais un système bien élaboré, bien pensé, bien structuré pour perdurer et rester à long terme. Salut chers amis des livres, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble un livre d'actualité, mais aussi un livre très volumineux car il fait en tout 1008 pages. Vous avez bien entendu, 1008 pages. Et le livre est intitulé « L'Empire qui ne veut pas mourir ». Une histoire de la France-Afrique qui a été publiée par un collectif de spécialistes composé entre autres de chercheurs, d'universitaires, de journalistes, de militants associatifs et a été publié en 2021 aux éditions du Seuil à Paris. Ce livre s'attaque à la problématique de la France-Afrique en retraçant les origines depuis la colonisation jusqu'à ses transformations récentes à nos jours. Il aboutit à un constat sans équivoque, c'est-à-dire que la France-Afrique, loin de mourir, est un système qui a su se transformer pour perdurer jusqu'à nos jours. La France a-t-elle véritablement quitté l'Afrique? Ou encore, comment le système de la France-Afrique a su se transformer pour s'adapter aux différentes mutations sociopolitiques? Voici donc des questions auxquelles nous allons tenter d'y apporter des réponses concrètes selon les opinions des différents auteurs de ce livre. Ce livre a été écrit par un collectif d'une vingtaine d'auteurs africains et français. Mais qui sont justement ces auteurs? Ces auteurs ont un profil diversifié et nous avons entre autres des journalistes, des universitaires, des chercheurs, des militants associatifs, des historiens, des panafricanistes, etc. Dans l'impossibilité de faire une biographie express de tous ces auteurs, nous allons nous focaliser sur l'équipe de coordination. La rédaction de cet ouvrage volumineux de plus de 1000 pages a été coordonnée par une équipe de 4 auteurs. Nous avons Benoît Colomba, qui est journaliste d'investigation et reconnu pour ses enquêtes approfondies sur les réseaux politico-économiques. Nous avons Thomas Borel, qui est militant de l'association Survie et qui est engagé sur les questions de la France-Afrique. Thomas Deltom, qui est éditeur et spécialiste des questions politiques. Et enfin, pour terminer, avec le 4e auteur de la coordination, nous avons Hamza Boukari Yambara, qui est historien, spécialiste du panafricanisme et des dynamiques africaines. Tout d'abord, les auteurs commencent à faire consensus sur la définition du concept de la France-Afrique et à le situer dans le contexte historique. Contrairement à une idée répandue en Afrique et en Europe que vous avez déjà sans doute entendu parler, les auteurs de ce livre expliquent que Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien, n'était pas l'inventeur du concept de France-Afrique en 1955, bien qu'il en était bien sûr l'un des piliers de ce système France-africain. La paternité de ce concept France-Afrique est à attribuer plutôt à un journaliste français du nom de Jean Piot, qui a été le premier à employer le mot dès août 1945. Selon les auteurs, la France-Afrique désigne un système de domination fondé sur une alliance stratégique mais profondément asymétrique entre une partie des élites françaises et certaines élites africaines. Autrement dit, la France-Afrique est un réseau d'intérêts économiques, politiques, financiers, militaires, structurés pour exercer la domination de la France sur ses anciennes colonies africaines. Avant même les indépendances africaines, toute idée de revendication, d'autodétermination des populations colonisées, surtout quand elles se voulaient insistantes, faisait face à une répression brutale de la part de la métropole. Et le message envoyé était tout à fait clair, c'était que l'indépendance réelle n'était pas à souhaiter. Et l'histoire coloniale donne ainsi plusieurs faits marquants, plusieurs événements de répression violente de la part de la France, notamment avec les militants du RDA en Côte d'Ivoire,
en Algérie, au Cameroun. Mais spécifiquement dans cette vidéo, nous allons choisir deux exemples non moins connus, c'est-à-dire au Sénégal et à Madagascar. Et au Sénégal, nous allons nous diriger tout droit à Thiaroye. Thiaroye, qui est situé à quelques kilomètres de Dakar, où a eu lieu le 30 novembre 1944 un massacre inédit. Et je vous le raconte donc. Des soldats africains, communément appelés des tirailleurs sénégalais, avaient été mobilisés pour la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont combattu donc aux côtés des soldats français. Et une fois la guerre terminée, ils ont été démobilisés pour retourner dans leur pays respectif. Mais sauf qu'ils n'ont pas été payés pour leurs soldes. Et ces soldats ont donc revendiqué leur paiement immédiat avant d'être démobilisés. Et face à cette revendication, somme toute légitime, vous allez en convenir avec moi, le commandement français fait intervenir les troupes françaises pour une violente répression. C'est ainsi que 35 tirailleurs sénégalais ont été exécutés, massacrés. Mais plusieurs travaux scientifiques ont démontré que ce bilan officiel est tout à fait minimisé. Et le bilan est beaucoup plus lourd que cela et est camouflé par la France. Dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, une violente insurrection éclate à Madagascar. Et les insurgés malgaches, armés de moyens et des armes rudimentaires, ont attaqué donc des positions françaises, notamment le camp de Moramanga. Et la réponse française n'a pas tardé à venir. La France a mobilisé plus de 18 000 soldats, composés entre autres de légionnaires, de parachutistes, de tirailleurs, pour réprimer cette insurrection malgache. Et cet événement, connu sous le nom d'insurrection malgache de 1947, a fait plusieurs milliers de victimes. Mais malheureusement, vous allez convenir avec moi que cette insurrection malgache est moins connue que le massacre de Thiaroye. Après les indépendances africaines, la France prend conscience d'une chose. Elle ne peut plus maintenir son empire colonial africain sous la forme classique. Elle commence donc à opérer un virage stratégique, un tournant décisif en injectant de nouveaux concepts tels que la coopération, l'aide au développement et l'assistance technique. Mais derrière ce changement de vocabulaire et de concept pompeux se cache une vérité tout à fait profonde. La France n'a pas opéré la rupture qu'il fallait, mais elle a plutôt opéré une certaine reconfiguration de sa domination africaine. La France ne se retire donc pas de l'Afrique, mais elle continue de peser sur les destins économiques, politiques, sécuritaires des États africains nouvellement indépendants. S'il y a un homme qui incarne parfaitement cette nouvelle phase, ce nouveau rapport entre la France et l'Afrique, c'est bel et bien Jacques Foccart. Et pour les auteurs de ce livre, la période 1962-1969 représente l'âge d'or du foccartisme. Nommé conseiller personnel du président Charles de Gaulle dès 1958 pour les affaires africaines et les renseignements, Jacques Foccart devient rapidement la pièce maîtresse du dispositif franco-africain ou bien du dispositif france-africain pour être beaucoup plus précis. Dans les faits, concrètement, il se comporte comme un super ministre de l'Afrique directement rattaché à l'Élysée. Et dans l'ombre, Jacques Foccart pilote les relations avec les chefs d'État africains et aussi avec les réseaux d'influence politico-économique et ainsi que les interventions politiques et sécuritaires en Afrique. Toujours disponible, toujours joignable au téléphone nuit et jour, Jacques Foccart entretient avec les différents chefs d'État africains une relation étroite et personnalisée. C'est ainsi qu'il multiplie ses déplacements sur le continent africain, consolidant ainsi un système de loyauté, de proximité et de dépendance. Nous allons aborder à présent les figures africaines de la France-Afrique. Et le livre décrit Omar Bongo du Gabon et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire comme étant la colonne vertébrale de la France-Afrique. Et ils ont travaillé à consolider le système de la France-Afrique. Et dès 1958, la Côte d'Ivoire devient ainsi l'épicentre de l'influence française et francophone en Afrique. Et Félix Houphouët-Boigny, souvenez-vous, un riche propriétaire de plantations de café et de cacao, ne bénéficiait pas
pas de la législation sociale coloniale en son temps. Ce sont les planteurs européens et français qui bénéficiaient donc du travail forcé. Et face à cette concurrence déloyale, Félix Houphouët-Boigny va faire campagne pour que ce travail forcé soit aboli. Et c'est ainsi que la loi Félix Houphouët-Boigny a été votée. Et cette loi a conféré, à n'en pas douter, un certain prestige à la figure de Félix Houphouët-Boigny. Pourtant, la loi a été votée dans ses intérêts personnels. Et c'est ainsi que cette réputation va lui être comme un tremplin pour accéder à la présidence de la République juste après les indépendances. Venons-en maintenant à la Guinée. L'indépendance de la Guinée, conduite par Sékou Touré, a été un casse-tête pour le pouvoir français et ses alliés, notamment Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi qu'ils vont mettre en place une machine de répression contre la Guinée qui est considérée comme un pays rebelle. Pierre Mesmer, alors haut-commissaire en Afrique occidentale française, AOF, va mettre en place une politique de pression assumée contre le dirigeant guinéen Sékou Touré, dont voici quelques mesures clés. Première mesure, nous avons la saisie de plusieurs milliards de francs CFA par un commando à Conakry le jour même du référendum. Deuxième mesure, nous avons la suspension des financements et le retrait rapide des fonctionnaires français. Troisième mesure, détournement de plus de 4000 tonnes de riz destinées à la Guinée en provenance de Hong Kong en Chine via Abidjan. Quatrième mesure, après la création du franc guinéen en 1960, les services français vont lancer l'opération Persil. Et l'opération Persil consiste en quoi? C'est d'injecter des faux billets dans l'économie guinéenne, justement pour la déstabiliser. Et Sékou Touré n'était pas seul dans cette posture. À Bamako, le président Modibo Keïta n'hésite pas à aller frontalement contre la France. Il fait fermer la base militaire française de Kati. Il se retire du franc CFA pour créer le franc malien. Et aussi, il n'hésite pas à rejoindre l'union formée par le Ghana et la Guinée et s'affiche de plus en plus aussi avec l'Union soviétique. Les bases militaires françaises. Les dirigeants africains, qui étaient souvent même des officiers, n'ont pas hésité à accepter volontiers la présence des bases militaires dans leur pays. Sauf au Mali, où le président Modibo Keïta a fait fermer dès 1960 la base militaire française. Et aussi, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Maurice Yamégo a aussi refusé la présence d'une base militaire dans son pays. Et en Côte d'Ivoire, la réaction de Houphouët-Boigny est tout autre. Houphouët-Boigny obtient de Charles de Gaulle le maintien de la base militaire de Port-Boué que le général de Gaulle avait voulu fermer en 1965. En réalité, cette base militaire constitue un bouclier pour la sécurité de Félix Houphouët-Boigny en cas de coup d'État et aussi en cas d'attentat. Les auteurs de ce livre vont même parler d'une assurance vie que le président Houphouët-Boigny a voulu en acceptant le maintien de cette base militaire française à Port-Boué. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique créée en 1945 permet justement à la France de maintenir un contrôle financier et monétaire en Afrique. En 1945, souvenez-vous, l'économie française était en ruine et le franc CFA a été créé pour venir donc à la rescousse de cette économie française. Tout projet d'émancipation, comme la création d'une monnaie nationale au Mali, est rapidement bloqué par l'action des dirigeants africains en complicité avec les hauts fonctionnaires français. Bien qu'il était réputé proche de la France, le président nigérien Amani Diori était contre le maintien du franc CFA et en appelait donc à sa réforme. C'est ainsi qu'en 1972, il a commis l'économiste franco-égyptien Amir Samine de formuler des propositions pour la réforme du franc CFA. Samir Amin était une figure anti-franc CFA et était régulièrement aux trousses des services français. La Mauritanie et Madagascar ont quitté aussi la zone franc en 1973. Depuis l'époque coloniale jusqu'aux indépendances africaines, la franc-maçonnerie a toujours été utilisée, instrumentalisée comme un moyen
de contrôle des élites africaines et aussi un outil stratégique de la France-Afrique. Au Gabon, le président Léon Mba et son directeur de cabinet, Albert Bernard Bongo, ont eu à fusionner les différentes loges maçonniques pour créer une loge nationale. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas le même traitement de faveur comme au Gabon à l'endroit de la franc-maçonnerie. Félix Houphouët-Boigny a d'abord combattu farouchement la franc-maçonnerie avant de la réhabiliter en 1971. Mais pourquoi avoir combattu la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire? Parce que le président ivoirien soupçonnait ses opposants d'être membres de la franc-maçonnerie. Souvenez-vous du président de la Cour suprême, Ernest Boka, qui a été torturé et qui en est mort parce que Houphouët-Boigny le soupçonnait d'être un franc-maçon. La même situation de discrimination et la chasse aux sorcières prévalait au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, parce que le président Mobutu soupçonnait la franc-maçonnerie d'être un appui, un défenseur de Lumumba, assassiné en 1961. Il a fallu, après la consolidation du pouvoir de Mobutu et sur le conseil de Omar Bongo, pour que la franc-maçonnerie zaïroise sorte de la clandestinité et de l'illégalité. Il ne faut pas oublier l'action décisive, le soutien de la France dans la réhabilitation de la franc-maçonnerie, parce que la France notait une certaine ascension de la franc-maçonnerie anglaise en Afrique francophone au détriment de la franc-maçonnerie française. Et cela est à son détriment parce que ça influençait les élites africaines locales. Et pour finir donc avec le récit historique de la France-Afrique depuis les périodes coloniales jusqu'à nos jours, les auteurs ont séquencé la période de 2010 à 2021, date de parution de cet ouvrage. En 2014, souvenez-vous, après l'insurrection burkinabé qui a vu le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, l'armée française est intervenue discrètement pour exfiltrer le président burkinabé Compaoré hors du Burkina Faso et l'exiler en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que Blaise Compaoré, pilier de la France-Afrique, a été soustrait de la justice burkinabé selon les auteurs. Les auteurs notent aussi une certaine maladresse du président français de l'époque, François Hollande, qui alors en visite au Canada n'a pas hésité à justifier, à légitimer en tout cas l'exfiltration de Blaise Compaoré par l'armée française. Pour lui, c'était dans l'intention d'éviter un bain de sang. Et pour les auteurs, cet argument du président français, François Hollande, est archi faux, parce que l'insurrection burkinabé a été tout à fait pacifique et aussi structurée. Ben, que retenir de ce livre intitulé « L'Empire qui ne veut pas mourir », une histoire de la France-Afrique, écrit par une vingtaine d'auteurs et publié en 2021 aux éditions du Seuil à Paris. Ce qu'il convient de souligner d'emblée, c'est que ce livre qui fait plus de 1000 pages, 1008 pages exactement, est impossible à être résumé, décrypté en une dizaine de minutes. Et tant les idées sont denses et il nous faudrait des heures et des heures pour en parler. C'est un pari impossible que de vouloir décrypter ce livre en quelques minutes. Nous notons que c'est un livre très engagé, très militant, qui donne à voir les dessous de la France-Afrique avec des histoires, des anecdotes et des récits inédits. La diversité des auteurs donne des perspectives différentes, des points de vue différents, mais avec toujours une certaine profondeur. On remarque que le style des auteurs se veut dans l'ensemble très offensif contre la France-Afrique, mais tout de même honnête. Et la période de l'analyse de la France-Afrique remonte jusqu'à la période coloniale, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2021, date de parution du présent ouvrage. La dernière période analysée par les auteurs est la période 2010-2021, qui est marquée essentiellement par les interventions militaires françaises en Afrique. Et ce livre que je tiens entre les mains s'impose d'une façon ou d'une autre comme la continuité, sinon la suite de l'ouvrage de référence intitulé « La France-Afrique, le plus long scandale de la République », publié en 1998 par François-Xavier Verschave. Après la lecture de ce livre, nous arrivons à une conclusion saisissante avec les auteurs.
La France-Afrique n'est pas mourante, car la volonté de rupture est inexistante. La France-Afrique est bel et bien vivante. Et je voulais vous recommander 3 autres ouvrages de certains auteurs de ces livres tout à fait palpitants que nous venons de décrypter. Le premier livre s'intitule Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, écrit par Thomas Deltom. Le deuxième livre s'intitule Petite histoire de l'Afrique, écrit par Catherine Kokri-Vidrovich. Le troisième livre que je vous recommande s'intitule Africa Unite, une histoire du panafricanisme, écrit par Hamza Boukari Yabara. Peut-on réellement parler de souveraineté africaine de nos jours? Voici donc la question sur laquelle je demande ton opinion là-dessus. Et n'hésite pas à partager cette vidéo pour que le débat continue. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour un nouveau décryptage. Ciao!